Eh bien, comme il est 18h30 légèrement passé, je vous propose que l'on commence. Madame Vidal-Naquet, est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez bien également? Parfait. Donc, je salue les collègues qui sont déjà arrivés et puis les autres qui sont en train de se connecter. Voilà. Donc, merci tout d'abord de prendre du temps pour nous parler de votre ouvrage ce soir. Donc, on le voit sous les yeux. Donc, je vais donner un petit peu le programme de la soirée. Donc, je vais vous présenter un petit peu plus en détail dans quelques instants. Et puis, pour les collègues donc, qui sont présents donc, à cette visioconférence, vous avez le déroulé de cette soirée avec les différents thèmes que l'on va aborder successivement, sachant que, comme d'habitude, il y aura un élément, où j'ai marqué donc le choix de Clémentine Villeneuve-Naquet, donc sur un point sur lequel vous souhaitez plus particulièrement insister. Et puis, s'il y a des questions-réponses également à la fin, donc vous puissiez effectivement apporter quelques compléments. Voilà. Donc, je vous propose que l'on commence tout de suite. Donc, je vais d'abord vous présenter. Vous êtes donc maîtresse de conférence à l'université de Picardie-Jules Verne, membre junior de l'IUF. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à rectifier. Vous avez précédemment donc publié Correspondance conjugale 1914-1918 que l'on voit donc à l'écran. Vous avez également donc publié en 14. 14, voilà, Couple dans la Grande Guerre, le tragique et l'ordinaire du lien. Vous êtes aussi, sauf erreur, co-directrice de la revue Sensibilité et vous dirigez donc la collection qui s'appelle À la source aux éditions La Découverte. C'est tout à fait juste. Parfait. Alors, d'abord, je dois vous dire que j'ai grand plaisir à vous recevoir ce soir puisque j'ai fait le compte-rendu de l'ouvrage donc pour les clionautes. Et puis, bon, je lis un certain nombre de livres et je vous avoue effectivement avoir été particulièrement séduit par votre ouvrage. Donc, c'est en tout cas un grand plaisir de vous avoir ce soir. Je vous remercie. Alors, je vous propose qu'on commence tout de suite avec une première question. C'est un point que vous abordez d'ailleurs un peu dans votre ouvrage. Alors, une source, une pépite, hein, puisque je reprends notamment dans votre ouvrage, à un moment donné, vous expliquez, hein, on va y venir par rapport à l'objet dont il est question, que eh bien, forcément, à un moment donné, il y a cette espèce un peu de fascination du chercheur d'avoir trouvé quelque chose d'un peu unique. Et puis, voilà, donc j'aimerais simplement pour commencer que vous nous disiez un petit mot, voilà, a-t-on affaire à une pépite ou finalement pas tant que ça? Qu'est-ce qu'on doit penser aussi de cette source, sachant effectivement que, voilà, votre ouvrage se situe aussi parfois à la confluence de plusieurs genres, puisque on peut penser à la micro-histoire, on peut même avoir peut-être aussi en tête les ouvrages d'Alain Corbin, même si évidemment, on est sur d'autres époques et d'autres lieux. Donc voilà, pour commencer, est-ce que vous pourriez me dire un petit mot voilà, de votre source principale? Oui, je vous remercie d'abord pour cette présentation. Alors, la source principale qui a donné lieu à cet ouvrage, c'est un album photographique très volumineux, très épais, avec une couverture de cuir épaisse, des feuilles cartonnées très épaisses elles aussi. Et je l'ai découvert en 2011. J'étais alors en thèse. Je travaillais sur les correspondances de guerre, entre autres, et j'étais à l'Historial de Péronne. Et il y avait sur la banque de données de l'Historial cette information qui était très brève finalement. C'était Voyage de noces 1919. Donc, comme on était à l'Historial de Péronne, je savais qu'il y avait une relation avec la guerre, ou en tout cas que sans doute le mobilisé avait été, enfin le mari avait été mobilisé. Donc, j'ai commandé cet album. Et je dois dire que c'est un peu toujours ce qu'on espère dans la vie de chercheuse, c'est-à-dire qu'on espère toujours trouver le trésor. C'est bien sûr une forme d'illusion en fait, parce qu'il est trésor qu'à nos propres yeux. Et lorsque j'ai ouvert cet ouvrage, cet ouvrage, c'est parce que c'était un récit en fait. C'était un récit d'un voyage de noces qui avait lieu dans les tranchées par un ancien mobilisé. Et je travaillais moi sur les couples pendant la Grande Guerre. Et là où ça m'a semblé, à moi, incroyable, c'est que je travaillais sur les correspondances, donc à un moment donné où j'avais accès à ces sources dites du fort privé, mais qui s'arrêtaient net au moment du retour du soldat, c'est-à-dire que je ne pouvais pas suivre à la même échelle, c'est-à-dire à cette échelle intime qui m'intéressait, je ne pouvais pas suivre ces combattants et ces couples dans l'après-guerre. Et là, j'avais un objet, une source qui me semblait alors un trésor, hein, une pépite, comme vous l'avez écrit, j'avais une source qui me permettait de travailler sur un retour à l'intime
au sortir de la guerre, un retour par ailleurs particulier. Il faut dire que la destination même m'intriguait. Et cette source, je l'ai un peu exploitée dans mon travail de thèse, mais il y a comme ça des sources qui ne vous quittent pas. Et ça a été le cas, c'est-à-dire elle m'a occupée. Je sentais que, il fallait creuser et qu'il y avait peut-être des choses à comprendre sur la guerre, sur l'après-guerre, en creusant l'histoire. Donc cette source, elle m'a semblé pendant un long moment, c'est ce qui a motivé d'ailleurs à la fois la création de la collection et en même temps mon envie de me lancer ce défi d'écrire un livre et de faire une recherche à partir d'une source unique, chose qui normalement est à peu près interdite pour les historiens contemporains. Voilà. Mais donc c'était cette croyance première dans l'exceptionnalité de cette source. Effectivement, la recherche a montré que c'était un peu plus compliqué que ça finalement. Alors, juste d'ailleurs, vous précisez d'ailleurs que vous n'avez pas justement les lettres échangées pendant la guerre entre ses futurs époux, donc qui auraient pu effectivement former une sorte de contrepoint. On y Mm. reviendra d'ailleurs hein, plus tard. Ouais. Euh, alors, ben, justement, l'objet, venons-y, hein, on l'a sous les yeux, donc on va quand même le présenter. Alors, 8 kilos, Mm. voilà. Comme vous l'avez dit, donc, il a été offert, vous allez le préciser, donc, par l'ancien mobilisé à sa femme en 1920. Et puis, vous le dites également dans votre ouvrage, et je le précise effectivement pour les collègues, hein, l'album est entièrement consultable donc, en ligne, avec 95 pages grises et épaisses sur lesquelles donc, il y a 551 photos et cartes postales. Donc, on va dire voilà, un bel objet en tant que tel. Et puis, voilà, donc j'aimerais vous revenir un petit peu sur voilà, on va dire la matérialité de votre source. Et vous dites d'ailleurs que aussi, face à un tel objet, ben, vous avez dû accepter bon, ben, voilà, de procéder par hypothèse, par tâtonnement. Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu comment s'est fait on va dire, voilà, ce rapprochement avec cet objet, comment vous l'avez manipulé, comment vous l'avez empoigné? Alors, en fait, je l'ai eu assez peu entre les mains très concrètement. Je l'ai eu, bien sûr, ce premier jour de 2011, qui a été un grand moment pour moi, et je l'ai intégralement photographié alors. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il est imposant. C'est important parce que ça veut dire que cet objet, il n'était bien sûr pas destiné à être porté. C'est-à-dire plus de 8 kilos, en fait, hein. On a plus de 8 kilos, il est volumineux, il est épais, donc il est aussi, c'est un objet qui est destiné à protéger les photographies qui sont à l'intérieur, à le protéger aussi du temps. Et la preuve en est, c'est que je peux avoir aujourd'hui accès à ces images. Je l'ai retouché et remanipulé parce que à l'Historial de Péronne, j'ai été commissaire d'une exposition en 2018-2019, Amours en guerre. Et il était évident pour moi de donner à voir cet objet qui était donc alors ouvert, j'ai donc pu le remanipuler, l'observer de nouveau pour mon travail. Et puis là, récemment, je suis encore retournée le voir. Mais en fait, c'est un album fragile aussi. Son épaisseur, bien sûr, protège les photos, mais il ne demeure pas moins que c'est un objet à manipuler avec beaucoup de précautions, puisque les pages peuvent, vous voyez, se casser assez facilement. Et donc, j'ai travaillé beaucoup, et ça, à la fois, c'est un regret, mais c'est ce que permet la technologie moderne, et il faut aussi s'en réjouir. J'ai travaillé beaucoup à partir de la version numérisée, qui est d'ailleurs aujourd'hui en ligne, parce qu'il me semblait absolument essentiel de pouvoir donner à regarder voilà, cet objet dans son entièreté, chose impossible dans l'édition. Il est impossible de reproduire ces 95 pages, bien sûr, dans l'ouvrage lui-même. Voilà, donc je l'ai manipulé, j'y ai passé quelques heures à plusieurs reprises, et c'est toujours un peu une émotion pour moi de l'avoir entre les mains. En réalité, j'ai l'impression à chaque fois de redécouvrir des choses, parce que avoir l'objet entre les mains, c'est pas du tout la même chose, au fond, que de regarder des images, on voit d'autres lumières, d'autres nuances qu'on ne peut pas voir, évidemment. Voilà. Mais bon, on fait comme on peut. C'est à l'Historial de Péronne, c'est pas extrêmement facile d'accès. Et donc, voilà, j'ai travaillé en regardant, en re-regardant, sinon, ces photos que j'avais par ailleurs moi-même tirées. Je me suis recréé un album pour moi, pour l'avoir entre les mains, parce que j'avais besoin de le feuilleter moi-même, en fait. Voilà. D'accord. Alors,
ouvrons cet album. Alors, je précise à tout le monde qu'on n'a pas feuilleté l'intégralité de l'album, mais ça me semblait important de commencer par ça parce que, en fait, il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses sur cette première page. Déjà, vous allez nous en dire un mot. Notre voyage de noces. Donc, effectivement, quand même une idée qui peut sembler un petit peu étrange au départ, d'emmener sa bien-aimée. On va le voir notamment un peu plus tard sur les lieux de la guerre. Et puis, ben, déjà, voilà, ce montage, cette façon d'assembler les choses, sachant que ben, vous pouvez peut-être déjà nous dire un petit mot avant qu'on rentre dans le détail sur, on pourrait dire un peu le statut social où on se situe, parce qu'on n'est pas finalement, c'est pas finalement n'importe quel album de n'importe quelle famille. Non, voilà, Alors, pour mon plus grand bonheur, Gérald, qui est donc le mobilisé que vous voyez à la fois sur la photographie de noces et debout en pied là en haut de l'album sous le titre Notre voyage de noces, Gérald donc, il a heureusement pour moi légendé avec beaucoup de précision l'ensemble de son album. Mon travail n'aurait pas du tout été le même, il aurait peut-être même été impossible s'il n'avait pas inscrit ces légendes. Cet album, il l'a fabriqué en 1920, vous l'avez dit, puisque pour leur premier anniversaire de mariage, il offre ce récit de leur voyage de noces à sa femme Berthe, que vous voyez également sur les images. Cette première page, puisque c'est l'ouverture de l'album, dit déjà énormément de choses sur, vous l'avez dit, le statut social. D'abord, l'album lui-même, en fait. On a vu cette masse en cuir, ce n'est pas anodin, et on a là un couple qui est issu de la bourgeoisie d'affaires. Le père et les parents, les grands-parents, père et oncle de Gérald étaient courtiers maritimes, et puis le père de Berthe, qui est mort en 1907, était banquier. Donc on est dans un mariage 1919, on voit la date du mariage, souvenir du 4 septembre 1919, chose aussi qui m'a beaucoup aidé pour comprendre et pour avoir l'identité de ce couple, puisque je n'avais que le prénom de Berthe et cette date du 4 septembre 1919, ce qui m'a permis aussi le lieu de mariage, ce qui m'a permis assez facilement de retrouver l'identité des époux. Et donc, on a là ces époux qui se marient et qui se font photographier dans l'atelier, dans un studio. Ce qui dit aussi d'ailleurs leur statut social. On le voit à travers à la fois le repas de noces qu'on peut voir, avec les convives rassemblés sur cette photographie, et puis par la pratique même de l'album photo et de ce récit photographique que fait Gérald pour sa femme en 1920. Tout à fait. Alors, voilà, on va rentrer dans le détail effectivement sur ces différents personnages. Encore effectivement un élément, vous l'avez dit, c'est quand même aussi sur l'état de conservation de l'objet, hein. Donc, vous pouvez juste repréciser, voilà, il reste donc très fragile, mais vous l'avez trouvé, on va dire, en relativement bon état. Il est en très bon état. Quand je dis qu'il est fragile, c'est-à-dire que comme les pages, comme il est très épais, en fait, quand on tourne les pages, on a toujours peur qu'elles se démontent, en fait. Mais les pages elles-mêmes et les photographies aussi sont extrêmement bien collées. Tout ça a été fait avec un immense soin le, par Gérald en 1920 et on voit l'état de conservation qui est extrêmement bon aussi avec cette encre violette très très lisible sur toutes les pages. Donc tout ça a été très très bien conservé grâce à cette grosse couverture de cuir et grâce au fait que, sans doute, on ait été assez peu à le manipuler au fond toutes ces années, pendant ces 100 et quelques années. D'accord. Alors, justement, ben, Gérald Desbertes, on va progressivement resserrer la focale sur eux. Donc, voici donc Gérald. Euh, on, si on veut faire un petit peu son portrait, donc vous dites effectivement que c'est déjà aussi quelqu'un donc, qui a reçu voilà, une éducation qui exalte beaucoup le courage. Il a occupé plusieurs postes différents pendant les 4 années de guerre. Et puis, voilà, donc est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu son parcours pendant la guerre, et puis dans un deuxième temps, eh bien, revenir sur ce que vous évoquez aussi dans le livre, c'est-à-dire que euh, il se fait aussi justement créateur de cet album, il va orienter notre regard, il va aussi nous donner quelque chose à voir, et en fait, voilà, il va vraiment guider notre façon Mm. d'observer ce qu'il met en image. Oui, alors il a un parcours, en fait, il n'y a jamais un parcours typique
du soldat de 14, ça n'existe pas. Ils ont tous chacun des trajectoires particulières. Et alors, sa trajectoire à lui, c'est qu'il est, en fait, il est né en 1896 et donc en 14, il n'a que 17 ans. Hein, en septembre 1914, il s'engage. C'est la date de son engagement. En fait, il a essayé dès août de s'engager, mais il ne s'engage que finalement en septembre 1914, c'est-à-dire assez tôt. Et on est là dans une forme d'engagement, de conviction. C'est-à-dire que lorsqu'il s'engage, c'est par patriotisme absolument nettement en septembre, pardon, 1914. Il s'engage et il a au départ un parcours classique, c'est-à-dire qu'il va être formé quelques mois, puis il intègre le 110e régiment d'infanterie, puisqu'en fait, il se marie à Saint-Malo, il vit à Saint-Malo et elle vit à Paramé, mais il a grandi et il est né en fait à Rosendal, à côté de Dunkerque. Donc il rejoint le 110e régiment d'infanterie, il vit peut-être son baptême du feu, et c'est là que c'est compliqué de savoir exactement à quel moment il arrive sur le front, mais en 1915, et puis très vite, en fait, il a des liens, il a des connaissances, et il bénéficie de ces connaissances et de ces liens, ce qui fait qu'il devient élève pilote. Et il obtient une formation, il obtient son brevet de pilote, il devient donc pilote. Il est envoyé en tant que pilote en 1916 en Orient. Il est donc à Salonique, il attrape le palu, comme beaucoup à cette époque. Il est donc rapatrié malade, avec un bras malade par ailleurs. Et puis là, on perd un peu sa trace. On sait simplement qu'il termine la guerre comme chasseur au 54e bataillon de chasseurs et qu'il termine sa guerre le 3 octobre 1918, premier jour d'une offensive où il est blessé par un éclat d'obus à la mâchoire. Alors, si vous voyez cet éclat d'obus à la mâchoire, fait que quand même, il a été bien sûr hospitalisé, la guerre s'arrête pour lui net. En revanche, là, vous avez des photos de lui pendant le conflit, mais sur la photo de mariage, on a assez peu de traces de cette blessure, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie des gueules cassées comme on en a eu, bien sûr, après la guerre. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a rassemblé, vous voyez des photos rassemblées de Gérald qu'il a lui-même choisi, puisque c'est une mise en scène de lui par lui. C'est lui qui fabrique l'album, c'est lui qui choisit les photographies de sa guerre. Donc en fait, vous comprenez par là que dans l'album de son voyage de noces, en fait, il a intégré des photographies de sa guerre à lui, et il choisit des photos dans lesquelles il a toujours un peu des positions similaires. Je les ai volontairement dans le livre rassemblées et mises côte à côte, où on le voit debout, main dans les poches, un petit sourire au coin des lèvres, ou assis comme ça avec son béret de chasseur que vous voyez assis sur une rambarde là, où il a l'air toujours assez satisfait, assez peu, même il y a une photo de lui par exemple dans une tranchée, il est le corps redressé, souriant, euh, comme si la guerre n'était pas passée par là. Et donc il se met en valeur de ce fait. Hein, il n'a pas du tout, il a une position assez héroïque et assez satisfaite de l'endroit où il se trouve, au fond. Alors évidemment, c'est un choix qu'il fait. Et sur la première page de l'album, il signe d'ailleurs son album, GD, ce sont ses initiales. Et c'est bien sûr, voilà, vous le voyez en bas à gauche de l'image, ici, voilà, ses initiales entremêlées. Donc, il se présente et il choisit bien sûr des photos où il est à son avantage, mais aussi où il veut se présenter tel qu'il voudrait qu'on se souvienne de lui d'une certaine façon, hein, comme un combattant ou un soldat fier de son statut. Lorsqu'il se marie en 1919, il a les médailles militaires, il est en uniforme. Voilà, c'est un combattant satisfait de sa position. Et c'est important évidemment de le noter puisque c'est un album destiné à sa femme et c'est un album destiné aussi d'une certaine façon à la postérité, hein, bien au-delà de juste le cercle conjugal, hein, ici. Voilà, donc c'est un récit autobiographique, mais qui est son récit à lui. Voilà, et comme toujours, que ce soit par correspondance ou là par le biais de l'album, lorsqu'on se met en scène, on fait en sorte de se mettre en valeur. C'est exactement ce qu'il fait dans cet album. Alors, tout à fait. Et c'est vrai qu'au départ, voilà, on a cette première lecture voilà, en essayant, comme vous l'avez dit, de suivre son itinéraire, son parcours. Et puis, voilà, j'allais dire, on a envie de le croire spontanément. Et puis, au fur et à mesure, comme vous l'avez bien dit, on s'aperçoit quand même que le personnage est pour le moins, on dira,
tout petit mot tout à l'heure sans rien spoiler, hein, est un petit peu plus complexe, pardon, que ce qu'on y imagine, voilà. Et Mhm. c'est vrai que voilà, c'est une difficulté au départ parce que a priori on a forcément du respect pour ce personnage. On se dit voilà, un itinéraire, il a quand même, comme vous l'avez dit, beaucoup bourlingué, quand même vécu des choses et du coup on oublie au départ, je trouve un peu justement cet aspect de mise en scène de lui-même. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant de se dire voilà qu'il se projette déjà dans un souvenir qu'il veut laisser. Mhm. Oui, oui. Alors, il se projette d'abord, avant de se projeter dans l'album, il faut imaginer qu'il s'est projeté auprès de sa femme. C'est une présentation, aussi une rencontre entre Gérald et Berthe, puisque ce couple ne se connaît pas très bien. Je le sais parce que d'abord, il est à peine démobilisé lorsqu'il se marie. C'est elle qui l'accompagne symboliquement il est démobilisé le 7 septembre 19 et il se marie le 4 septembre 19. Et donc, pendant les 4 années du conflit, il était à peu près absent, sauf pendant les congés de convalescence et quelques permissions. Et en fait, l'un et l'autre sont arrivés très tardivement dans la région de Saint-Malo, très peu de temps avant la guerre. Donc, c'est des familles qui se connaissent peut-être pas, en tout cas qui ne se connaissent pas de longue date, et leur rencontre a eu lieu pendant le conflit. C'est pour ça que je cherchais d'ailleurs la correspondance et que je ne l'ai pas retrouvée parce que je sais qu'ils se sont écrits pendant la Grande Guerre. Ayant travaillé beaucoup sur les correspondances conjugales, c'est un point sur lequel il n'y a aucun doute. Et j'aurais aimé, évidemment, avoir accès à cette correspondance qui m'aurait donné des indications sur euh, à quel moment avait germé cette idée de voyage de noces, de mariage et de rencontre. Voilà, bon, ça, on fait toujours avec les frustrations. Les historiens, voilà, sont des êtres qui doivent renoncer parfois. Ça a été le cas pour ces correspondances disparues. Toujours est-il que ce voyage de noces, c'est un moment où ils se connaissent depuis peu et ils partent aussi à la rencontre l'un de l'autre. Et donc, c'est une présentation euh, à la fois de ce qu'a été son enfance et de leurs enfances respectives, mais aussi de ce qu'a été son expérience de guerre. Et donc, dans cette rencontre, dans ce début de l'histoire conjugale, eh bien, il est important de se présenter à son avantage. Et c'est ce qu'il fait, mais qui est assez naturel, finalement, quand on y réfléchit un peu. Voilà. Parce qu'il est important aussi de noter qu'ils partent le soir même en voyage de noces. Ils se marient le 4 septembre et dès le 4 septembre au soir, ils partent pour un mois. Ce Trois voyage de mois. noces dure un mois, hein, voilà. Ouais. Donc c'est leur premier mois ensemble. Voilà, leur première journée et premier moment partagé. Tout à fait. Alors, on va y venir un tout petit peu après. Alors, on va dire un mot de Berthe, parce que, évidemment, on est dans une situation un peu paradoxale, puisque, alors déjà, donc là, c'est un exemple tiré de votre ouvrage, effectivement, comme vous avez assemblé donc, les images. Donc, j'allais dire combien de fois elle apparaît, comment elle apparaît, Mm. qu'est-ce qu'il montre d'elle, à quel moment, voilà. Donc, est-ce que vous pourriez nous dresser un rapide portrait, effectivement, de Ouais. cette Berthe et puis de ce lien? Alors, je précise que Berthe, donc elle est photographiée par un petit appareil Kodak Mm. qui malheureusement fait que dans l'album, les photographies représentant Berthe sont toutes jaunies et très effacées. Et alors, là, ce que vous montrez est par ailleurs pour moi assez particulier parce que ce sont des pages évidemment où j'ai rassemblé les toutes petites photos Kodak représentant Berthe et où je précise que elle est à peu près invisibilisée. Mais Voilà. la graphiste, voyant ces photos très peu lisibles, a eu la bonne idée Ah, de clarifier, ce qui fait que pour la première fois, quand j'ai ouvert mon livre, ça c'est une petite, j'ai vu des photos que je n'avais jamais vues en l'état. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, on voit vraiment une silhouette, à peine une silhouette, et elle a d'accord. réussi, en fait, en travaillant sur des contrastes, en numérisant, bah, de me montrer des détails que je n'avais pas vus en travaillant l'objet. Vous voyez, donc, bref. Toujours est-il que ces petites photos, elles sont un peu partout dans l'album, et on voit Berthe photographier à maintes reprises par Gérald. C'est lui qui, et c'est important aussi, tient l'appareil photographique. Hein, c'est lui qui, déjà dans le voyage, est en train de fabriquer son récit photographique. Et vous le voyez, elle est donc photographiée dans toutes les positions, c'est-à-dire dans tous les lieux où ils vont. S'allonge dans le sable, vous la voyez là en bas à droite à la panne. Elle est à bicyclette, elle prend des bains de pied, elle descend des côtes, où elle gravit des côtes pour aller voir les champs de bataille. Et c'est important,
avec, vous le voyez sur la photo où il y a inscrit House Stand sur la jetée. C'est sa tenue hein, de voyage et elle est avec ses talons. Hein, c'est des chaussures de ville à talons. Donc là, elle est sur la jetée, mais il faut imaginer qu'elle va aussi aller dans des endroits beaucoup moins accessibles et elle y va exactement avec les mêmes chaussures. Hein. Et vous la voyez à maintes reprises aussi, donc marchant bien sûr, à bicyclette parce qu'il y a des endroits inaccessibles en train, inaccessibles en auto. Ça dit aussi des choses sur la condition et sur les conditions du voyage et de ce voyage de noces qui, à l'époque, était pensé quand même comme un moment devant célébrer, bien sûr, les débuts de la relation conjugale et devant euh, mettre en avant la douceur des débuts. C'est la raison pour laquelle on prévoyait normalement d'aller en voyage de noces plutôt au printemps, plutôt sur les bords de la Méditerranée, en Italie. Bon, là, nous sommes septembre-octobre, dans le nord de la France et en Belgique, dans des régions dévastées, très 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 loin de cette douceur recommandée pour les couples au début de leur vie conjugale. Voilà. Donc c'est notre Berthe avec son chapeau et sa jupe et ses chaussures à talons dans les tranchées ou dans les ruines de la guerre. Est-ce que vous pouvez juste nous repréciser un peu socialement, effectivement, comment elle... Oui, donc c'est une famille, elle est issue d'une famille très catholique. Elle a donc un père banquier qui est mort en 1907. Elle a grandi, elle est née à Fougères. Elle a vécu quelques années à Paris et puis elle s'est installée avec sa mère et l'un de ses frères à Paramé. Et pendant la guerre, elle a deux frères qui partent, donc elle connaît aussi, enfin qui sont mobilisés. Donc elle a une relation épistolaire avec ses frères. Elle reste avec sa mère à l'arrière dans sa maison. Donc elle fait partie, et c'est une jeunesse voilà, de la bourgeoisie, son mariage, son voyage de noces, tous ces éléments-là font d'elle un personnage qu'on pourrait dire banal autant que lui d'ailleurs. Hein. Ce sont des, voilà, c'est un couple de la bourgeoisie, issu de la bourgeoisie d'affaires. Et catholique pour elle, protestant pour lui, ce qui n'est pas rien de à fait l'époque? à l'époque. Voilà. Mhm. Autre élément, parce que ça c'était aussi sur la première photo, j'étais intriguée moi par leur différence de position. Elle, on la sent sur la photo de noces, on la sent très concentrée. En tout cas, elle a le visage un peu, enfin, très sérieux, un peu fermé. Et lui, il a une forme de désinvolture, toujours avec son sourire, même une position corporelle presque désinvolte. Et cette désinvolture ou cette différence a fait naître en moi une question qui n'était pas liée à cette photographie, mais qui était de savoir s'il s'agissait là d'un mariage arrangé ou d'un mariage d'affection. Et donc, dans les éléments, et pour répondre à cette question, j'ai cherché les éléments, les anomalies. C'est un peu comme une enquête. La première anomalie, c'était qu'elle est plus âgée que lui. Elle est née en 1894 et je rappelle que lui, il est né en 1896. Et c'est tout à fait rare dans les familles bourgeoises. L'idéal, c'était que l'homme ait 3 4 ans de plus que la mariée. Là, il a 2 ans de moins. Et donc cette première incohérence, quand on la replace dans le contexte du lendemain de guerre, elle perd de sa spécificité puisque avec la grande saignée, eh bien, les attitudes matrimoniales se transforment et les femmes se marient dans des classes d'âge soit plus âgées, soit plus jeunes qu'elles ne l'auraient fait sans la guerre. Donc cela ne permettait pas pour moi de conclure au mariage d'affection. En revanche, il y a d'autres éléments qui m'ont semblé beaucoup plus parlants. C'est notamment, je l'ai dit, le fait qu'il s'agisse là d'un mariage mixte, puisque lui est protestant et qu'elle, elle est issue d'une famille très catholique, avec une mère très pratiquante. Et donc, ça n'est pas rien du tout pour elle de se marier avec ce Gérald protestant. Et puis, le deuxième élément aussi qui me permet de pencher très sérieusement vers le mariage d'affection, c'est le fait que dans le contrat, dans l'acte de mariage, il est fait mention qu'il n'y a pas de contrat de mariage, chose extrêmement, alors là, rarissime dans les familles bourgeoises, qu'il s'agisse de l'après-guerre, de l'avant-guerre, bien sûr aussi. Et donc, ces éléments-là, ces éléments un peu d'incohérence, on va dire, qui font que c'est un couple, pas qui transgresse les normes, mais on cherche toujours les éléments un peu particuliers qui font sens, en fait, pour nous, me permettent de pencher pour un mariage d'affection dans le cas de Gérald Hebert. D'accord. Ce ne veut pas dire que Ah, c'était pas arrangé, parce que parfois c'est en même oui. temps l'un et l'autre. Vous voyez, ça l'un n'empêche pas l'autre. Voilà.
Alors, je vous propose donc qu'on prenne trois éclairages sur l'album, maintenant qu'on sait un peu mieux à qui on a affaire, qu'on connaît l'objet, etc. Donc, les trois éclairages, donc, ça va se dérouler autour de, on va dire, la question du tourisme, du retour sur les lieux de l'enfance et des lieux de combat. Alors, d'abord, parler de la question du tourisme, si je puis dire. Alors là, voilà, j'ai mis cette image qui me semblait assez quand même révélatrice de l'album et quand même assez étonnante, une espèce de scrapbooking de l'époque entre effectivement des cartes postales et puis alors un sens de la représentation géographique avec ce schéma qui est assez étonnant. Quand on regarde justement donc le tourisme, eh bien, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, sachant qu'a priori, voilà, il y a vraiment cette idée qu'on va aller voir quand même un certain nombre de hauts lieux touristiques. Donc, quels lieux, pourquoi? Alors, évidemment, on ne va pas tous les prendre, mais est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cet angle touristique de ce voyage de noces? Oui, parce que c'est important de replacer ce voyage de noces dans un contexte qui dépasse ce voyage et qui est le tourisme des champs de bataille, qui prend son essor pendant la guerre même et qui se développe à une échelle jamais vue auparavant au lendemain du conflit. Et donc, lorsqu'ils partent en voyage en septembre 1919, eh bien, par exemple, là, vous voyez sur la photographie que vous montrez leur première excursion le 11 septembre 1919 à Reims, au lieu emblématique évidemment de la Grande Guerre. Et en fait, ils partent avec un train d'excursion parce qu'il existe non seulement des trains spéciaux qu'on appelle des trains de pèlerinage, mais il existe aussi des guides, les guides Michelin qui se développent pour toutes les grands champs de bataille et qui montrent les ruines et qui expliquent en fait aux touristes ce qu'ils doivent voir. Il existe parfois dans Reims, par exemple, on voit des... Alors le centre de Reims est vraiment en ruine, mais il y a quand même des auberges qui s'ouvrent. En fait, on cherche de l'infrastructure. L'infrastructure commence à se remettre en place. Des habitants accueillent des touristes chez eux et peuvent avoir un petit peu d'argent. Bref, il y a un phénomène assez massif de tourisme avec un grand comme un conflit que rapporte en tout cas la presse entre les touristes justement et les pèlerins. Comme si on ne pouvait pas être un peu les deux à la fois. C'est le cas en fait de Gérald Hebert, c'est-à-dire les touristes qui viennent par curiosité voir des territoires qu'ils n'ont jamais vus auparavant, donc des personnes qui étaient à l'arrière et qui n'ont pas vécu la guerre et qui viennent à un moment donné regarder qu'est-ce que c'est que Reims bombardé, qu'est-ce que c'est que ces champs de bataille dont ils ont entendu parler, dont ils ont vu aussi des images d'ailleurs, par des gravures dans la presse, par des cartes postales par exemple, et puis les pèlerins qui sont soit d'anciens combattants qui viennent et qui retournent sur les lieux de leur guerre euh, pour parfois se recueillir là où leurs camarades sont tombés, ou des familles, des mères, des épouses, des sœurs qui viennent essayer de retrouver les corps de leurs proches disparus. Et donc, évidemment, on voit bien entre les touristes qui viendraient ramasser des morceaux de la cathédrale et des vitraux ou des pèlerins qui viennent essayer de déterrer des corps en 1919, on peut comprendre ces deux dimensions qui en fait souvent se superposent. C'est-à-dire que on peut venir en pèlerinage, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus et beaucoup de témoignages, et en même temps aller faire son petit tour touristique dans le centre anciennement touristique d'une ville emblématique comme Reims par exemple, Lille, Bruxelles, etc. Voilà. Donc c'est un moment très particulier et l'image que vous montrez, elle est effectivement assez représentative de l'album. Alors il n'y a pas de photographie là prise par Gérald, alors que dans d'autres pages évidemment il y en a, mais on voit son système, c'est-à-dire à la fois le fait qu'il date tout précisément, le fait qu'il y ait une disposition dans les pages très réfléchie, le fait qu'il découpe les cartes postales, qu'il les mette en avant avec ce système des... Alors, il le fait pas avec des ruines, notamment, qui renforcent d'ailleurs la dimension esthétique des ruines. Et puis, les cartes qui situent toujours, il y en a trois dans l'album, très précisément leur périple, toujours avec le rapport avec la ligne de front, les zones inondées, l'endroit où ils sont allés, l'endroit qu'ils ont vu du train, l'endroit qu'ils ont vu en bicyclette, tout ça est extrêmement précis. Et puis vous voyez à gauche et à droite de la cathédrale, vous avez le sourire de Reims avant le bombardement, et puis de l'autre côté, la même, mais décapitée.
Et donc ça, c'est aussi un système que reprend Gérald, mais qu'il copie au guide Michelin, qui eux aussi, toujours, montrent les bâtiments ou les monuments avant la destruction et les monuments après la destruction. L'objectif, et c'est l'objectif et un des objectifs de ce voyage, c'est évidemment de mettre en avant les coupables de la destruction qui sont, aux yeux de Gérald comme aux yeux des guides Michelin, uniquement l'Allemagne. Donc on est dans un voyage aussi de remobilisation culturelle contre l'Allemagne dans un moment où la guerre est arrêtée, mais où en fait les coupables, hein, de la grande destruction sont les Allemands, et c'est ce que met en scène aussi dans ses pages Gérald dans ses excursions. Donc là, vous voyez la première excursion qu'ils font à partir de Paris. Ils partent de Saint-Malo, ils vont faire leur première nuit de noces, enfin leur nuit de noces au Mont-Saint-Michel, et puis ils séjournent pendant une semaine à Paris, et c'est à partir de Paris qu'ils font cette excursion en train touristique, en train de pèlerinage vers Reims et Berry-au-Bac, endroit où Gérald a combattu. Ils rentrent à Paris, et puis à partir de Paris encore, là, ils partent pour plus longtemps, et ils vont dans le nord. Ils passent par Arras, ils vont à Lille, et puis ils vont ensuite ils vont à Dunkerque, et à côté, là où a grandi Gérald dans son Ouais, enfance. ouais. Et puis ils vont à Bruxelles avant de revenir vers Saint-Quentin dans l'Aisne, et de revenir à Paris et de rentrer finalement au bout d'un mois à Saint-Malo. Donc ils font un parcours assez important en fait, hein, pendant ce mois de pèlerinage, tourisme, voyage de noces. Juste ça me fait penser du coup par rapport à ce que vous êtes en train de dire, il n'y avait pas, j'allais dire en plus de l'album, une sorte de photos non utilisées ou de choses comme ça. Il n'y a pas Non, de. à côté, non, 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 bien sûr, je l'aurais utilisé, sinon vous Ouais. l'auriez su. J'ai vraiment tiré tous les fils, parce qu'à partir d'un album comme ça, quand on travaille sur une source unique, on est obligé de tirer absolument tous les fils. Et donc, s'il y avait eu des photos laissées de côté, elles auraient tellement fait sens sur le Ouais. choix Ouais. finalement opéré que je l'aurais précisé. Non, 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 il y a Ouais. vraiment rien d'autre. En revanche, je ne sais pas si ce qui est aussi intriguant quand on travaille comme ça on pense travailler sur un objet. Et en fait, en cherchant, j'ai trouvé un autre album numérisé aussi, mis en ligne sur Gallica, fait par Gérald du temps de sa guerre, lorsqu'il est à Salonique. Et ça, vous voyez, ça signifie pour moi qu'il y en a d'autres. Bien sûr. Ça, j'en suis persuadée, puisqu'il est par ailleurs numéroté, celui de Gallica. Il est numéroté numéro 5, donc je sais qu'il y en a au moins quatre autres avant. Et comme ça s'arrête en 1916, je pense qu'il y en a d'autres après. Et donc, ça veut dire que là encore, il y a tout un territoire auquel je n'aurai pas accès. Non seulement les photos dont vous parlez, celles qu'il a laissées de côté, et puis Bien les sûr. albums qu'il a fait pendant sa guerre, et que je ne verrai pas. Voilà. Alors, peut-être juste préciser, parce qu'effectivement, vous évoquiez un peu on va dire, les à côté. Il y a quelque chose aussi qui est vraiment très intéressant dans votre livre par rapport aussi à la fluidité de la lecture. C'est que vous évoquez à un moment donné justement un peu j'allais dire, toutes les autres infos que vous avez collectées, entre guillemets, vous dites, bon, bah ça je passe, j'aurais pu vous faire des tartines et des tartines sur l'oncle machin, la famille bidule, mais finalement, ça n'apporte rien à mon propos. Voilà. Donc, ça a été aussi peut-être un crève-cœur, parce qu'il y a d'autres choses, du coup, que vous avez quand même un peu levées. Alors, on fait un peu. On fait toujours ça, en fait, quand on Ouais. fait de la recherche, ceci dit. Alors là, ce qui est particulier, c'est que comme c'est vraiment... enfin, le défi qui était le mien, c'était quand même un objet, un couple, un mois. C'est-à-dire que un mois de vie. C'est-à-dire que c'est extrêmement resserré, de façon... voilà. Et donc, il était difficile pour moi de renoncer à vouloir tout dire. Mais vouloir tout dire, ça voulait dire soudain... Envoyé. D'abord, on ne peut jamais absolument retracer l'intégralité d'une vie ou d'un parcours. Et il fallait que je réponde quand même à la question qui a motivé ce travail, qui était de savoir et d'essayer de comprendre comment, à partir de cet objet, on pouvait mesurer ce que la guerre faisait aux hommes et aux femmes qui l'avaient traversée. Et même s'il s'agit là de l'après-guerre, c'était quand même ça ma question. Donc, évidemment, je suis devenue généalogiste. Alors ça, je vous le confirme, j'ai été capable, j'ai fait
enfin, j'ai réalisé, c'est un travail que j'avais pas mené dans mes recherches précédentes. C'est assez plaisant d'ailleurs comme travail, assez satisfaisant. J'ai compris la satisfaction des généalogistes, vous voyez. Et donc j'ai remonté, mais en me disant, mais j'ai une quantité d'informations et là je vais pas noyer, vous voyez, c'est presque des fois j'allais chercher des informations dont je savais que je ne ferais rien, mais que j'avais moins envie de savoir en fait. Je voulais savoir. Il y a un moment donné, il faut bien sûr que ça s'arrête comme toute recherche. À un moment donné, voilà, arrêtez Mais quoi. voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que on va dire un peu comme des exercices des fois d'égo-histoire, mais vous glissez juste voilà deux petites remarques par-ci par-là justement pour expliquer votre démarche au Mm. fur et à mesure du texte. Ouais. Alors, autre endroit, donc ils n'ont pas été seulement sur les lieux de tourisme, ils ont été aussi sur les lieux de l'enfance. Donc là, on en a un exemple sous les yeux. Alors, je dis qu'ils ont été sur les lieux de l'enfance, je devrais peut-être dire qu'ils ont d'abord été sur les lieux de l'enfance de monsieur plutôt que de madame. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, alors c'est-à-dire que ouais, il mobilise là, vous avez une page. Alors je pense qu'il y a une tentative de symétrie de la part de notre mobilisé, de notre ancien combattant plutôt, parce que là vous voyez la maison natale de Gérald, hein, est inscrit ma maison natale à Rosendal, mais ils sont allés dès le deuxième jour de leur voyage de noces, ils sont allés devant la maison natale de Berthe à Fougères. Il y a marqué ta maison natale, il y avait ce balancier. Et de la même façon qu'ils sont allés se recueillir sur la tombe du père de Berthe, où on voit des photographies de Berthe derrière la tombe de son père au cimetière à Fougères. Ils sont passés l'un et l'autre devant le lycée de Rennes, où lui, il a fait ses classes en 1913-1914, mais aussi devant la pension. Enfin, devant au Mans, où elle a été en pension, Berthe, quelques années. Et puis à Paris, ils vont quand même sur les traces, ils vont rencontrer des proches de la famille de Berthe. Donc, disons que effectivement, il y a une dissymétrie finale. C'est-à-dire que j'ai commencé à calculer à la fin. Au départ, j'avais l'impression qu'il y avait une symétrie totale. Ça n'est pas en fait absolument le cas, notamment aussi parce que lui, il a des photographies de son passé, hein, de l'avant-guerre. Là, on voit des, voilà, souvenirs de 1913. Donc, il a, lui, des photos qu'il peut mobiliser pour voilà, mettre en scène son enfance davantage que la sienne. Et puis, c'est son récit à lui, comme toujours. Donc, on voit ses souvenirs, l'endroit où il allait quand il était enfant. Donc, c'est vrai que de toute façon, il y a davantage lui qu'elle, notamment aussi parce qu'ils vont sur les lieux de sa guerre à lui. Et donc là, si on considère que c'est quand même 4 années d'un jeune homme qui est tout de même très jeune, hein, il a 22 ans, enfin, donc en fait c'est un énorme morceau de sa vie qu'il lui présente dans ce voyage. Voilà. Donc oui, ils vont davantage sur les lieux de Gérald que d'elle, mais il essaye quand même d'avoir une petite forme de parité, on va dire à ce niveau-là. On va lui laisser ça. Voilà, une tentative. Alors, évidemment, ils vont majoritairement, j'allais dire, sur les lieux de combat, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, 29 jours de voyage, hein, si je vous ai bien lu, dont 20 consacrés au lieu de la guerre, quand même. Donc, avec ben voilà, donc un exemple de ce qu'il a pu, on va dire, réaliser. Voilà, donc je vous en montre deux images ici. Alors, on va revenir peut-être sur la question des ruines. Et c'est vrai, encore une fois, ce qui est assez fascinant, vous avez commencé à l'aborder tout à l'heure, c'est cette question un peu voilà, de la mise en image, de la mise en récit que lui-même compose, et puis de cet assemblage, parce qu'on a quand même des fois des précisions assez incroyables. Alors, est-ce que vous pouvez voilà, développer un petit peu Et d'abord, je sur suis qu'est-ce qu'il contente. montre de la guerre? Oui, je suis contente que vous montriez ces photos parce que vous voyez du coup que lorsqu'elles ne sont pas retravaillées, les petites images Kodak Oui, oui, sont comme ça. Et donc en oui. fait, on pourrait faire avec toutes les images Kodak, c'est ça que j'ai découvert après. Mais je ne suis pas ni photographe, je ne connais pas toutes les techniques de la photographie, ni de l'image et de la graphie et du graphisme. Et donc ça veut dire que toutes ces images-là pourraient être exactement comme celles que vous avez Ah, montrées de Berthe. Vous voyez, ça m'a fait un petit vertige. Les vertiges ne s'arrêtent jamais en fait. Vous voyez. Voilà. Donc, on a là des images, des pages assez typiques, effectivement, de ce qu'il y a dans l'album. Celle qui précède montre la cote 108. Donc là, c'est cette cote qu'elle a gravie en chaussures à talons. C'est de ça dont je parlais. Donc, des terres et des champs de bataille ou des ruines qui, pour les champs de bataille, il faut le rappeler, euh, là on est en 1919, donc on est avant les grandes campagnes de rassemblement des corps. Je crois que c'est important de le dire, c'est-à-dire que lorsqu'ils
gravissent la côte 108, lorsqu'ils marchent dans ces territoires, alors il y a d'autres touristes, certes, mais c'est un grand champ de sépulture collective, hein. Donc, euh, ça n'est pas rien de traverser ces lieux en 1919, avant que la végétation ait repoussé. On est dans des territoires absolument dévastés par là la guerre des mines, là les obus, euh, les incendies pour Reims, enfin l'incendie de la cathédrale. Vous voyez d'ailleurs sur sur ces premières photos, vous voyez les fils barbelés. Et ce qui est intéressant, c'est que sur cette côte 108, après le voyage de Gérald Hebert, eh bien, on a placé des écriteaux avec marqué interdit de ramasser des éclats d'obus ou de quoi que ce soit, parce qu'il y a eu des accidents. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un territoire non seulement marqué par la dévastation, marqué par la mort, mais en plus on est dans des terres où c'est encore dangereux, en fait, très objectivement, de se rendre. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je pensais au départ ce voyage de noces dans les tranchées exceptionnel, et le premier autre voyage de noces que j'ai découvert, c'était dans la presse, et il s'intitulait Tragique voyage de noces, septembre 1919. Un homme qui avait fait la guerre des mines, justement, s'était marié en septembre 1919, à peu près en même temps que Gérald Hebert, avait eu l'idée de venir en voyage de noces avec sa compagne, et une mine non éclatée éclate alors en 1919 et le tue. Donc, il meurt dans son voyage de noces. Après coup, on est donc dans des territoires, en fait, voilà, minés, dangereux, et c'est important de le dire. Voilà, donc il traverse tous ces paysages euh, qui disent en fait l'extrême violence de la guerre. Et c'est ça qu'elle perçoit, c'est ce qu'il veut montrer à la fois dans le voyage, mais qu'il montre aussi dans les photographies qu'il a sélectionnées et mises en scène. Là encore, avec, vous voyez, les morceaux de bâtiments qu'il met en valeur en découpant les photographies. Il y a aussi cette dimension d'ailleurs esthétique dont j'ai parlé tout à l'heure, à la fois parce qu'il fabrique un bel objet, qu'il repasse à l'encre dorée l'intégralité de ses photographies pour les mettre, pour les faire ressortir sur les pages grises, parce qu'il est légende avec une extrême précision. Et donc, évidemment, une des choses que je perçois en feuilletant l'album, c'est cette nostalgie, en fait, qui s'est emparée aussi d'anciens combattants qui n'ont pas toujours réussi à complètement quitter leur guerre. La preuve en est, ils n'étaient même pas encore revenus, qu'ils y étaient retournés, et cette fois-ci accompagnés. Évidemment, le sens de sa présence à elle change tout, puisque je rappelle que les femmes avaient l'absolue interdiction d'aller dans la zone des armées. Donc, la présence de Berthe dans ces lieux de destruction, prouve aussi le fait que la paix est revenue, parce que sinon elle ne pourrait pas être là. Mais ce que l'on perçoit avant tout, c'est tout de même la violence, la mort, la destruction de la guerre. Merci. Alors, euh, trois questions pour finir avant d'en venir aux éventuelles questions des collègues. Alors, dans votre ouvrage, là, on va parler, on va dire, méthodologie historique, hein. Vous utilisez, on pourrait dire, la technique des contrepoints qui viennent clore plusieurs donc, chapitres et qui sont peut-être, alors, vous me direz si c'est comme ça, effectivement, que vous les avez conçus, comme finalement autant d'éclairage possible, un peu des espèces de pas de côté, de compléments ou de territoires où justement, on va dire, une certaine subjectivité peut aussi s'exprimer. Comment vous avez voulu concevoir cette question des contrepoints? Euh, oui, je vais expliquer à nos collègues Voilà. ce que j'ai voulu faire. En fait, ce que j'ai appelé les contrepoints, c'était en fait pour répondre à un problème que j'avais, un problème dans l'écriture même, qui était que on a là, donc vous l'avez compris, un objet fabriqué par Gérald pour sa femme, sur lesquels qui représente certes leur voyage de noces, mais sur les traces de sa guerre. Et donc, en somme, je n'ai là, pour travailler sur ce parcours conjugal des lendemains de la guerre, je n'ai que la parole de Gérald. Je n'ai que son récit à lui. Et elle, même si elle est présente, on l'a vu à plein de reprises dans l'album, elle reste quand même muette. Et c'est un problème lorsqu'on veut travailler sur un couple. Lorsque j'ai travaillé sur les correspondances conjugales, j'ai toujours fait en sorte de chercher, et
et c'était avant le centenaire, de chercher justement les paroles et les mots, et les lettres écrites par les femmes, qui sont beaucoup moins conservées, mais qui existent néanmoins. Il était important pour moi de retrouver cette parole-là. Or là, j'avais donc un objet et une femme muette. Ça m'était impossible. Il fallait que je trouve donc une façon sans aller vers l'imagination pour la faire exister. Et donc, j'ai inventé cette technique des contrepoints qui, à un moment donné, s'est appelée hors-champ, après contre-champ, et puis finalement, c'est des contrepoints. Et c'est comme une façon que j'ai placée à la fin de chaque chapitre. Donc, il y a des chapitres classiques dans lesquels je creuse une question, un thème en partant de l'album. Et puis, à la fin de chaque chapitre, en quelques pages assez brèves, parce que je ne peux pas aller beaucoup plus loin que ça, j'ai décidé de changer l'objectif d'angle. C'est-à-dire que je pars cette fois-ci, non pas de l'album, mais de l'expérience de Berthe, que j'essaye d'éclairer avec des sources que je suis allée donc chercher. Et le fait est que l'idée même d'écrire, en gros, l'histoire du point de vue de Berthe, mais sans qu'il y ait jamais d'invention, sans qu'il y ait jamais de fiction, m'a donné une forme de liberté dans la recherche et m'a donné des idées de sources auxquelles je n'aurais pas pensé, en fait, pour la faire exister. Je donne un exemple concret. On a parlé tout à l'heure de la maison natale face à laquelle il passe sa maison natale à elle, la maison natale de Gérald. Euh, Berthe a vécu jusqu'à la fin des années 1900 dans cette maison face à laquelle il passe et qu'on voit dans l'album de l'extérieur, évidemment. Son père meurt en 1907, je le rappelle. Euh, Bien sûr, savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette maison dans laquelle elle a grandi n'éclaire absolument pas l'album lui-même. Mais il éclaire quelque chose de son univers à elle de perception. Quels sont ses souvenirs, dans quoi elle a vécu, quels étaient les objets qu'elle avait dans les pièces de sa demeure. Et donc, je suis allée chercher l'inventaire après décès de son père en 1907, qui ne redonne pas aucune information sur l'album et le voyage de noces de 1919, mais qui me permet de la faire exister dans son enfance et de décrire, chose peu commune en histoire, l'intérieur d'une demeure grâce à cet inventaire extrêmement précis de 1907. Donc, ce que j'ai changé dans ces contrepoints, c'est effectivement l'angle de vue, les sources que je suis allée exploiter, qui sont bien plus larges que celles permettant d'éclairer l'album. Et puis, c'est que le statut de l'hypothèse, qu'on fait toujours en histoire, est comme plus clairement ou autrement prononcé. C'est-à-dire que j'utilise le conditionnel pour des éléments qui ont peu de poids historique. Je donne un autre exemple. Pour la photographie de noces qu'on a vue, le premier contrepoint décrit ce moment très court où le groupe de noces s'installe jusqu'au moment où le photographe presse le déclencheur. Le contrepoint permet d'abord décrire le photographe, décrire le studio, chose qu'on ne fait pas en général, voilà, parce qu'on a la photographie, de, de donner l'emplacement des convives, hein. Et ces éléments-là euh, permettent de donner une existence. Et pour revenir sur le conditionnel, on voit la mère de Berthe à côté d'elle sur la photo de noces. Et j'ai écrit, par exemple, je donne juste cet exemple, en parlant de Berthe, elle se serait assise la première. Cette information, qui s'est assis la première en moment où on s'est installé, n'a absolument aucune importance en histoire. Mais pour que le pacte de lecture entre moi et le lecteur potentiel ne soit pas rompu, je veux faire apparaître le conditionnel là où, pour les besoins de la narration, j'ai besoin du conditionnel. Et donc, je ne peux pas affirmer en historienne, elle s'est assise la première, car je n'en sais rien. Mais en revanche, je peux me dire que vous et moi, nous pourrions imaginer qu'elle se soit assise la première, donc elle se serait assise la première. Voilà, donc c'est des techniques comme ça d'écriture. D'abord, une ouverture pour lui donner une autre dimension à elle, et des techniques narratives, on va dire, qui m'ont demandé une grande vigilance pour justement ne pas aller au-delà et ne pas faire de la littérature, parce que j'en suis incapable, et deux, ça n'est pas ma discipline, mais voilà, pour donner en tout cas de l'existence à cette femme qui a, elle aussi, fait ce voyage de noces en 1919. Merci. Alors, je dois dire, en tout cas, effectivement, comme vous l'avez expliqué, que c'est vrai que ça permet vraiment autre chose, hein,
cette technique. Et puis, ça remplit en tout cas parfaitement son rôle parce que du côté du lecteur, c'est vraiment effectivement un vrai plaisir. Voilà, on vient de terminer le chapitre et puis voilà, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure un peu de pas de côté, on a quelque chose d'autre, puis d'un seul coup, on reconsidère un petit peu ce que l'on vient de lire et voilà, c'est-à-dire que c'est pas simplement, on va dire, pour le plaisir du lecteur, c'est aussi vraiment sur le fond quelque chose qui apporte. Oui, parce que je pense que un des éléments importants, c'est évidemment, je parle là d'une expérience de deux individus, mais en fait, ils l'ont fait ensemble, ce voyage, mais chacun l'a vécu sans doute à sa façon, depuis sa perspective, comme toute expérience d'ailleurs que l'on fait dans la vie. Donc là, l'idée, c'était vraiment de raconter, à la fin de chaque chapitre, c'était de redonner, il y a plein d'échos avec le chapitre qu'on vient de lire, hein, c'est bien sûr toujours en écho à ces chapitres, mais c'est une autre façon de dire la même histoire, en fait. C'est une autre façon. Donc les éléments sont là, tout est sourcé, il y a pas d'invention, il n'y a pas de fiction, mais on raconte la même histoire d'ailleurs. Et il me semble que la complexité du monde social, c'est ça aussi. C'est qu'un même événement vécu par des personnes extrêmement proches au même moment sont néanmoins vécus avec des nuances toujours. Toujours. Voilà. Et c'est ça que je voulais mettre en avant aussi. Alors, pour chaque conférence que j'anime, je propose toujours effectivement au conférencier ou à la conférencière eh bien, de choisir un thème, de choisir un angle qui n'était pas prévu, si je puis dire, dans le PowerPoint. Voilà. Et donc, vous avez choisi effectivement voilà, de revenir sur cette question de l'intime qui est vraiment au cœur de vos travaux. Avant qu'on passe à la dernière question, est-ce que vous pouvez, voilà, en quelques mots, voilà, nous dire ce que vraiment vous voulez partager autour justement de cette question de l'intime? Oui, c'est que c'est effectivement le cœur, vous avez raison, c'est au cœur de mes travaux. Mes travaux tentent de croiser un événement majeur, une expérience majuscule, la Grande Guerre, avec l'intime, donc ce qui serait le plus privé du privé, voilà. Et cet objet qui est en terminologie des sources et des archives, on parle, quand on parle de cet album photographique, on dit qu'il s'agit là d'une source dite du fort privé. Donc, je devrais avoir accès au fort privé de celui qui l'a fabriqué, c'est-à-dire Gérald. Et voir, comme il s'agit d'un voyage de noces, avoir des informations sur le plus privé du privé concernant Gérald et Berthe, leur sexualité, leurs sentiments, etc. Or, cet objet, il est d'une rare sécheresse. Il est extrêmement légendaire, mais il est très sec. Il est très sec, il met en scène Gérald, on l'a dit. euh, et ce qui m'a semblé euh, important, c'est d'essayer de réfléchir à ce que, à l'issue de ce travail, qu'est-ce que ça m'avait appris sur l'intime en histoire, en fait. Et je pense que le travail mené au plus près de chaque petit détail, de chaque élément, m'a permis de voir que, au fond, l'intime, c'est ce qui euh, reste tu une fois qu'on a dévoilé. C'est-à-dire que Gérald dévoile et se met en scène, on l'a dit, d'une certaine façon. Et c'est que en creusant, je peux bien sûr pas révéler tout ce qui fabrique son identité intime. Mais il y a des éléments qui justement ne sont pas mis dans l'album et qui me donnent des indications sur ce qui fabrique son personnage et ce qui le touche. Notamment une chose dont on n'a pas parlé et qui est que j'ai dit qu'il avait été aviateur, j'ai dit qu'il se montrait de façon fière, souriant, les mains dans les poches et droit dans ses bottes. Or, en juillet 1918, il est cassé de son grade pour absence illégale de 4 jours. Et cette information-là, bien sûr absente de l'album, bien sûr dont il ne dit pas un mot alors qu'il raconte sa guerre dans l'album, Ouais. dit beaucoup en fait sur l'offense morale qui a été la sienne ou l'humiliation qu'il a subie et donc ce besoin de réparation. Et ça donne des indications hein, par ce biais-là sur le choix de la destination de ce voyage. Alors, pour finir, le et après, ben, en fait, j'allais dire, je vais presque pas vous laisser la parole. D'accord. Non, j'explique. Parce qu'effectivement, dans l'ouvrage que je montre, on arrive à la page 169. Voilà, et à la page 169, on dit là aurait dû s'achever ce livre.
Et simplement, quand on regarde la pagination, si on enlève les notes de bas de page, les sources, etc., finalement, le livre se termine quand même une quarantaine de pages plus loin. Et alors, alors ça, c'est vraiment, je trouve aussi une des qualités du livre. Alors, ne dites pas tout, justement. On peut peut-être juste dire un mot, c'est que, ben voilà, normalement, vous l'avez dit, un objet qui est bien circonscrit, on voit de quoi il s'agit, etc. Et puis, malgré tout, d'un seul coup, vous trouvez autre chose. Alors, j'aurais tendance à dire encore une fois, ne divulgachez D'accord. rien, laissez le plaisir pour les éventuelles personnes qui n'auraient pas encore lu le livre, peut-être juste nous dire un mot de la période indo-chinoise, et puis on n'en dira pas plus. Oui, bah, mon objet, c'était pas de parler ou de raconter l'intégralité d'une vie. C'était pas ça mon objectif, puisque c'était véritablement de rester sur l'album. Néanmoins, quand on travaille comme ça, à si petite échelle, sur deux individus, il semble compliqué de ne pas aller au-delà et de ne pas avoir, j'ai parlé tout à l'heure de ma curiosité généalogique, bon, je- j'avais la même façon envie de tout savoir sur ces acteurs sociaux sur lesquels j'ai passé tant de temps. Et donc, il y a quelque chose qui fait que, alors que j'aurais pu apprendre des éléments et les laisser de côté, parce qu'ils auraient pu n'avoir aucune importance, il se trouve que là, j'ai fait une découverte euh, qui m'a posé un nouveau problème, et qui fait que d'ailleurs j'ai Ah. conclu, comme vous le dites, ce livre avant de le rouvrir. C'est véritablement ce geste-là que j'ai fait. J'ai voulu terminer l'album et passer à une autre question. Euh, mais il m'a semblé impossible de ne pas poursuivre la trajectoire. Donc, je me suis employée à reconstituer la trajectoire de Gérald Hebert quand je le pouvais dans l'après-guerre, c'est-à-dire après le voyage. Et donc, après le voyage, Gérald devient un temps courtier maritime. Puis, il part en Indochine avec sa femme. Elle supporte pas le climat, donc il rentre assez rapidement. Et puis, il devient journaliste. Et Et on voilà. n'en dira pas Il n'en plus. dira pas plus. On n'en dira pas plus. Alors, on arrive au bout de notre heure d'interview. Donc, tout d'abord, je tiens vraiment à vous remercier. Redire encore une fois le plaisir que j'ai eu à lire ce livre. Et je crois aussi à travers la conférence de ce soir, ce qui m'a frappé, c'est vraiment, je trouve, le dialogue que vous établissez finalement vraiment entre l'historien et le lecteur, quoi. C'est-à-dire que on a l'impression, si je puis dire, d'être invité aussi à votre réflexion et de façon, on va dire, très, voilà, très conviviale. On a l'impression de vous suivre au fur et à mesure. Et ça, encore une fois, je tenais à vous le dire, c'était vraiment un plaisir de lecture. Je vous remercie, c'est vraiment. Non, Léon, excusez-moi, Je vous en prie. mon petit garçon croit que il a le droit, mais non, excusez-moi. Voilà, je Je vous vous- remercie. En tout cas, je suis très touchée par ce que vous dites là. Voilà. Merci. Alors, est-ce que des collègues auraient des questions et des réponses? Alors, comme ce soir, je dois manipuler un petit peu l'ensemble, je n'ai pas de vue sur le chat, donc je crois que vous pouvez être autonome pour au cas où prendre la parole. Donc, je vous laisse au cas où s'il y a des questions complémentaires. Activez vos micros si vous le souhaitez. Je laisse quelques instants pour que les gens, au cas où, puissent. Bien sûr. N'hésitez pas si vous avez une question, parce que je ne peux pas visualiser l'ensemble et je n'ai pas d'accès comment, à d'éventuelles questions qui seraient écrites. Alors, je vois peut-être alors, j'ai pas de son, mais si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas. Je pense que vous pouvez le faire de façon autonome. Je ne crois pas que j'ai d'autorisation à vous donner. Est-ce que vous nous entendez là? Ah oui, très Voilà, on Ok, vous très entend. bien. Pour avoir trouvé également des albums photos un peu dans le même genre, est-ce que, parce que j'avais trouvé notamment des indications derrière les photos, est-ce que pour vous ça a été le cas aussi? ben, j'aurais bien aimé. Figurez-vous que la dernière fois que je suis allée à l'Historial, c'était il y a assez peu de temps, j'ai redemandé à regarder l'album. Alors l'album, les photos sont très bien collées. Elles sont collées, donc on ne peut pas du tout les extraire. Si vous voulez de la page, il faut que je mette des gants. Enfin, vous voyez, c'est vraiment très protégé. Ouais. Ah ouais. Mais euh, en tournant les pages, il y avait une page où une photo était légèrement décollée. Mais quand je vous dis légèrement, et j'ai regardé dessous évidemment, parce que... Et là, j'ai vu que quelque chose était écrit
mais là, c'était le lieu de la photo, mais j'ai vu qu'il y avait autre chose que je ne pouvais pas lire. Et encore une fois, on est face à ce vertige, c'est-à-dire de se dire que si ça se trouve, des indications sont au-delà du lieu, je veux dire, qui est de toute façon noté en légende. Si ça se trouve, il y a, parce que c'est des cartes postales aussi des fois, enfin, vous voyez, mais non, je ne peux pas avoir accès à l'autre côté de la photo. Il faut que je fasse sans. Après, il faudrait peut-être aussi pouvoir avoir accès aux négatifs s'ils existent encore quelque part, si la famille les a conservés. Ah ouais, mais ça, alors ça, ça, c'est un autre travail. C'est-à-dire, vous voulez, je ne pense pas que ce soit si simple retrouver parce que il aurait fallu, vous voyez, cet album, il a été acheté à un collectionneur en D'accord. 2000. Donc un collectionneur, et là, on a essayé de retrouver euh, les traces de ce collectionneur, mais le numéro ne répond plus. Vous voyez, en fait, pour remonter, c'est quand même pas si simple, au Ouais, fond. Voilà, donc les négatifs, mais malheureusement. Par ailleurs, il y a beaucoup de cartes postales, en fait, hein, dans l'album. Donc ouais. moi, ce que j'aimerais, c'est surtout pouvoir lire et regarder, avoir une machine magique accessible et regarder de l'autre côté. Voilà. Et est-ce que le couple a eu des enfants? Oui, le couple a eu des enfants, il en a eu trois. J'ai D'accord. retrouvé un des fils, Pierre, qui est né en 1928, mais qui est décédé depuis, qui m'avait dit au téléphone, et que j'ai eu trois fois au téléphone, qui m'a permis d'ailleurs de mieux comprendre certains personnages, parce que je lui disais, mais alors c'est qui les cousines, etc. Et il me racontait très rapidement, ça a été assez bref, c'était un monsieur très âgé hein, quand je l'avais au téléphone. Et lui, il m'a confirmé que son père avait toute sa vie fait des albums photos. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je disais sur les albums de la Ouais, guerre en disant c'est le cinquième de la guerre, mais en fait, il en avait fait avant la guerre et il a poursuivi après en mettant en récit photographique l'entièreté de sa vie. Sa famille n'a pas souhaité me soumettre ces albums, donc je ne peux pas y avoir accès malheureusement. Mais je sais qu'ils existent. Voilà, je sais qu'ils sont quelque part. ouais. Ouais, des fois, ils apparaissent dans les brocantes, ou dans les Voilà. communiqués, Alors, si vous trouvez un Gérald dans une brocante, Voilà. pensez à moi. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir un jour une élève qui m'a apporté, je leur ai demandé s'ils avaient des archives chez eux, et donc elle m'a ramené deux albums photos de Victor Jacquet. Je vous ai mis le lien là Ouais. dans le chat, puisqu'on a tout mis en ligne avec les élèves, donc on a essayé de retranscrire un peu Quand je les peux avoir archives tout de accès, là, suite. je vois pas, moi. Moi, je Dans suis pas le, Ah, sur le chat, moi, vous, peut-être. vous voyez pas le chat? Ah, Sur le si. côté à gauche, normalement, enfin là, je l'ai inséré. Non? Vous le voyez pas? Non. Ben, comment on vous fera passer le. D'accord, je veux Je, bien, ouais. voilà. je Donc, le en prends, fait, voilà, je le prends en photo, comme ça je vous le ferai D'accord, passer. c'est gentil, voilà, merci beaucoup. c'est une élève un jour qui nous a ramené carrément un cartable rempli avec deux gros albums aussi. Donc, c'est un petit soldat qui a fait la Première Guerre mondiale et qui a fait la Deuxième et qui Mhm. a passé un temps en Tunisie, donc la période coloniale, et avec deux carnets qu'il a rédigés pratiquement à la fin de sa vie. Hein. Donc, voilà, c'est un peu arrangé. Oui, bien sûr. Et à l'époque, il n'y avait pas encore les. Il a fait ça en 1985 avant de mourir. Et donc, il l'a rédigé deux fois pour pouvoir le laisser. Donc, on a deux versions qui, des fois, varient un peu. Donc, on a essayé de retranscrire avec les élèves. Et ça n'a pas été évident parce que la question se pose, est-ce qu'il faut retranscrire tel quel avec toutes les fautes de français ou est-ce qu'il faut laisser, est-ce qu'il faut corriger, quoi. Donc, on n'a pas vraiment résolu le problème. Donc, j'ai laissé faire les élèves pour qu'ils retranscrivent et pour qu'ils mettent en ligne. Voilà, donc on a mis ça en ligne à l'époque. Donc, c'était en 2017 Ben, je, je- avec cette question de l'usage des photos. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on peut récupérer des informations avec Google Lens. Je ne sais pas si c'est le cas, si vous avez fait cette expérience ou pas. Non, je ne l'ai pas fait, non. Voilà, où on peut retrouver des lieux, paraît-il, par ce biais-là, quoi. Des Alors, indications supplémentaires. pour la retranscription et les fautes d'orthographe, je pense que quand il y a très peu de fautes d'orthographe et qu'il y a des coquilles qui se glissent, c'est bien de les corriger, mais en revanche, si l'ensemble Oui, est très fortement, enfin, vous voyez, que si ça oui, donne des indications au-delà, oui, et moi, quand je corrige, j'aime pas du tout les sics. Vous voyez, oui, le moment où l'historien vient, corrige et met sic, oui, parce que ça oui, donne une oui, posture. Vous voyez ce que je veux dire?
On l'a Euh, fait de temps en temps, hein, mais c'est vrai que c'est un casse-tête pas possible. oui, parce qu'en fait, il faut harmoniser. C'est soit Oui. du coup, il faut mettre les bonnes virgules, reformuler correctement. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué comme choix, en fait. Euh, En tout cas, je Mais vous bon, ferai passer, Madame Vidal-Naquet, le lien volontiers. que le voilà, collègue a envoyé. les deux albums, c'était pareil. On avait ce souci à la fois avec. J'ai fait des photos, notamment pour avoir les pages telles qu'elles apparaissaient. Et puis Mhm. après, j'ai fait photo par photo. Mais c'est vrai que du coup, il y a des photos qui avaient bougé avant. Donc, c'est vrai que des fois, dans l'ordre, c'était un peu délicat, quoi. C'est vrai qu'il y a des Ah, parce informations. qu'elles n'étaient pas collées? Oui, oui, oui. Hein? Ah oui. C'était un peu Merci. coincé avec juste les coins qui étaient Oui, oui, découpés. je vois bien, comme, oui, comme sur les albums de cartes postales. Oui, avec les. Là, on peut enlever. Ouais, moi, c'était pas le cas. C'est très, très bien collé. Je sais pas qu'est-ce qu'il a utilisé comme colle, mais je peux vous dire que C'est une marque, c'est voilà, une marque, centenaire. voilà, là, c'est une marque centenaire qui fonctionne Voilà, il n'y a pas bien. d'obsolescence. Voilà. Merci beaucoup, Bon, chers collègues, pour cette ouais, juste info. pour terminer, pour Oui, dire que pardon. ça a été un super travail avec les élèves pendant, on a fait ça pendant 2 ans. Ça a été une super expérience pour travailler différemment avec eux, quoi. Ouais, Voilà. Donc, j'imagine. Tout à Ouais, fait. c'est super. Merci beaucoup. de rien. Est-ce quelqu'un d'autre souhaite intervenir, poser une question? Alors, dites-moi si vous avez une autre question éventuellement. J'attends quelques instants. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, merci Madame Vidal-Naquet donc pour le temps consacré. Vous allez pouvoir maintenant le consacrer à Léon, si j'ai bien compris. Voilà. Voilà, à Léon, non, et Léon qui m'a appelé, oui. Pas de souci. Voilà. Merci à tous en tout cas et bonne soirée. Merci encore pour votre participation. La prochaine conférence donc sera annoncée sur le site des Clionautes. Et puis, encore une fois, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver le compte-rendu que j'en ai fait donc, sur le site des Clionautes. Et histoire de bien vous transmettre mon enthousiasme, je relis simplement la première phrase qui était: autant le dire d'emblée, ruez-vous sur ce livre éblouissant. Merci beaucoup à toutes et tous. Et bonne Merci. soirée. Bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Au revoir.